Édouard Bina, vous êtes en direct dans le studio d'Europe 1. On a vraiment cherché avec les équipes à vous avoir, puisque vous êtes directeur de la cocarde étudiante. Vous avez été à Sciences Po Lyon et vous avez témoigné sur les réseaux sociaux comment, tous les jours, à Sciences Po Lyon, vous avez été attaqué par la jeune garde. Racontez-nous. J'ai surtout pris des pressions, des intimidations, des menaces. C'est-à-dire que des personnes, soit liées à la jeune garde, soit liées à divers groupuscules d'extrême gauche, venaient me menacer de mort, venaient m'attendre à la sortie des cours, venaient m'attendre parfois à la sortie de mon travail. Et pendant 5 ans à Sciences Po Lyon, au fur et à mesure, la pression n'a fait qu'augmenter. Et plusieurs personnes étudiants de droite à Sciences Po Lyon ont fini par fuir totalement l'école. On demandé d'aller transférer dans d'autres écoles, ont arrêté leurs études. En première année, une étudiante qui était de gauche s'est fait harceler et a quitté l'établissement parce qu'elle se faisait quotidiennement menacer de mort, se faisait humilier en public, et se faisait exclure des associations parce qu'il avait défendu la présomption d'innocence. Et ça, au fur et à mesure que mon engagement à droite a continué et que on est venu me voir et on m'a dit « tu dois arrêter de militer, sinon tu auras des problèmes », j'ai continué et j'ai commencé à prendre des pressions. J'ai commencé à avoir des gens qui venaient m'attendre à la sortie des cours, des gens qui venaient me menacer à l'arrêt de tram devant l'université. Qui sont ces gens qui vous attendaient chez vous? J'ai reconnu plusieurs membres de la jeune garde. Du coup, j'ai reconnu plusieurs membres de la jeune garde. Certains sont même venus à l'intérieur de l'établissement me menacer. Et ce qu'ils faisaient, vu qu'ils n'arrivaient pas à m'agresser, ils n'ont réussi qu'une fois à réellement m'agresser, à me porter des coups physiquement, parce que ce moment, ils étaient en nombre trop grand, et je n'ai dû ma survie qu'au fait de pouvoir me défendre et que certains passants sont venus pour intervenir. Incroyable. Mais je me retrouvais chassé autour de mon lieu d'études. J'avais des équipes de gens armés qui tournaient. Et une fois, j'ai même dû demander à une amie la confirmation que je pouvais aller en cours. Elle me dit « Surtout, ne viens pas, il y a des gens armés qui te cherchent. » Non, armés, c'est-à-dire? Je vous retrouverai les messages et je vous les montrerai. Armés de quoi? Apparemment de barres en fer ou de battes. Ils avaient des objets contondants qu'ils avaient dans les mains et qu'ils tournaient autour de l'établissement. Et l'extrême gauche avait pour coutume aussi de déposer des manifestations pro-Palestine dans la cour de l'établissement et ensuite de faire rentrer l'ensemble de la manifestation, dont un grand nombre de gens qui étaient extérieurs et qui étaient totalement adultes, à l'intérieur de l'établissement pour l'occuper. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils tenaient réunion dans l'établissement, certains tournaient dans l'établissement et je faisais le tour des salles de classe pour vérifier s'ils trouvaient certains élèves qui étaient étiquetés à droite, notamment moi et quelques amis. La chasse à l'homme. Et c'est ce niveau, et ce qu'il faut comprendre sur le niveau de violence de la jeune garde, c'est qu'il y a 3 choses qui sont typiques de la jeune garde. Un niveau de violence qui est extrême, c'est-à-dire il y a à peine quelques mois, il sautait à pieds joints sur la tête d'un militant lyonnais à 8 contre 1. Et sur la vidéo, on voit son crâne tomber contre le sol, on voit le crâne plié sous les coups de pied. Et qu'est-ce qu'on voit? À un moment, il relève la tête alors qu'il est au sol, et quelqu'un revient en arrière et lui remet un coup de pied, et la tête tombe sans bouger. Ils auraient pu le tuer. Ils le savaient, et ça, c'est les méthodes de la jeune garde depuis des années. Un niveau de violence extrême. N'importe qui peut être victime. Il ne faut pas se dire que c'est des simples rixes entre militants. Tout le monde peut être victime. La jeune garde a agressé des militants, des jeunes avec Macron à Nanterre. Les jeunes avec Macron avaient fait un communiqué. Un ami à moi de Sciences Po Lyon, qui est membre de l'UNI et qui est membre aussi de la campagne de Valérie Pécresse, qui avait signé une tribune de soutien à Valérie Pécresse, s'est fait menacer par des membres de la jeune garde sur le lieu d'études. Édouard Bina, on va marquer une pause. Ce que vous dites est poignant, ce que vous avez vécu est sidérant, comme dit effectivement Géraldine Hamon. C'est très choquant. Question, avez-vous porté plainte? Qui a porté plainte? Qu'est-ce qui s'est passé? Après tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que quelqu'un est venu à votre secours? La police, la justice, qui? Oui, nous sommes en direct sur Europe 1 pour parler un peu des responsabilités. Comment on en est arrivé là? Puisque beaucoup ont alerté, ont crié, ont témoigné, ont porté plainte, ont crié effectivement ces liens entre LFI et la jeune garde, ces liens entre cette violence entrée au sein de l'université. Combien de personnes ont alerté sans avoir de réponse? Combien de membres du gouvernement étaient au courant? Posons-nous les bonnes questions, arrêtons-nous pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Dans un instant, nous aurons par exemple quelqu'un comme Kevin Loisy, qui est un jeune militant Rassemblement National, qui a été percuté volontairement par une voiture parce qu'il était RN. Il va nous témoigner dans un instant en direct sur Europe 1. Nous avons aussi Éric Delbecq, qui est un spécialiste expert en sécurité intérieure, qui va nous parler un peu des liens entre
LFI, l'extrême gauche, qui a vraiment analysé, plongé, qui est entré dans le système effectivement de l'extrême gauche et de l'ultra-gauche. On parlera avec lui dans un instant. Nous avons Olivier Vial qui nous parle un peu de cette université gangrénée par l'ultra-gauche. Et puis nous avons aussi Édouard Bina qui est en train de nous partager avec nous un témoignage extrêmement poignant. Appelez-nous pour réagir. Au 01 80 20 39 21, vous avez la parole avec Christine Kelly de 11h30 à 13h, 12h04 sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Avant d'avoir Eric Delbecq, Kevin Loisy, nous étions avec vous, Édouard Bina. Vous étiez en train de nous expliquer comment vous avez été, vous, pourchassé, attaqué, agressé, parfois par des gens armés, témoin aussi d'agression. La question que je vous posais, vous qui avez été à Sciences Po Lyon, vous êtes directeur de la cocarde étudiante, avez-vous porté plainte? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a tous ces témoignages sans pour autant avoir de résultats? Édouard Bina. J'ai porté plainte une fois suite justement à une agression où je pensais naïvement qu'après que des antifas m'aient pourchassé, et j'avais trouvé refuge dans le métro et je pensais qu'ils n'oseraient pas m'agresser sous les caméras et après avoir badgé et donc avec leur carte TCL avec mon prénom. Et pourtant, je me suis retrouvé à devoir me battre avec des militants antifascistes violents qui ont essayé de m'agresser dans le métro. J'ai porté plainte et la plainte a traîné. Je n'ai jamais eu aucune suite malgré le fait que des images de vidéoprotection existaient et qu'ils avaient badgé avec leur carte TCL et c'était donc possible de trouver qui s'était déplacé. Pas de suite à la plainte malgré les images de vidéosurveillance. Exactement. Et déjà, lorsque je suis venu porter plainte, on m'a demandé de ne pas porter plainte. Excusez-moi, Édouard Bina. Pardon, on vous a demandé de ne pas porter plainte? Oui. Qui vous a demandé de ne pas porter plainte? On m'a dit que ça ne servait à rien, qu'on ne les retrouverait pas. Ah, alors même qu'ils disposaient des photos de personnes et que certains avaient été reconnus. Ah, incroyable. Olivier Vial. Oui, il y a un exemple qui est encore peut-être plus marquant de la dérive du système. À Rennes, 2 militants de l'UNIF se font agresser par 30 militants antifa. Il y a une manifestation juste à côté, donc le drone de la police qui surveille la manifestation se déporte un petit peu, filme la scène. La justice a considéré qu'on ne pouvait pas poursuivre parce que le drone n'avait pas le droit de se déporter pour filmer la scène. Et donc la justice a annulé toutes les poursuites alors que les films étaient authentifiés, c'était des vidéos de la police nationale. C'est pour ça qu'on va se poser la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Fabrice Lafitte, qu'est-ce que vous me disiez dans l'oreillette? Je disais que normalement la police n'a pas le droit de refuser une plainte d'après l'article 15.3 du Code de procédure. Très intéressant. Édouard Bina, donc vous avez porté plainte, les plaintes n'ont rien donné. Et je ne suis pas le seul à avoir porté plainte. Un autre membre de mon université, qui est un ami à moi, était menacé par Jacques-Élie Favreau, déjà à l'époque, qui était étudiant dans ma promotion. Collaborateur de Raphaël Arnaud, qui est maintenant interdit de l'Assemblée nationale. Et il était étudiant à Sciences Po Lyon, dans ma promotion. Il a été identifié et dans plusieurs bagarres où il y a eu des plaintes pour justement des agressions. Et à l'intérieur de Sciences Po Lyon, il a menacé de mort un autre étudiant parce que celui-ci avait un drapeau français sur son sac, drapeau français avec les couleurs de la Ve République, les symboles de la Ve République. Il a été menacé de mort, il a porté plainte, il a envoyé un mail à l'université pour signaler justement la présence d'un étudiant de l'école qui menacé de mort et qui était particulièrement violent, et il n'y a eu strictement rien à ce niveau-là. Donc on est témoin d'agression, on est poursuivi, on est menacé, on est attaqué, on porte plainte, pas de suite. Éric Tegner. Et même quand c'est médiatisé, moi, nombreux de mes journalistes, à chaque fois qu'ils ont pu être agressés, souvent avec des vidéos à l'appui, en manifestation, honnêtement, il n'y a jamais eu une seule plainte qui a abouti, systématiquement. Donc ça pose un énorme problème. En plus, on ne prend pas en compte le policier, vous savez. Ça cultive l'impunité, ça cultive justement la montée de la violence. Oui, parce qu'ils savent, vous savez, on en avait parlé hier, Jacques-Élie Favreau, il y a 10 jours, il avait bousculé Jordan Florentin. Ensuite, sur les réseaux sociaux, il était vu comme une sorte de star qui s'en prenait aux fascistes. Les députés de la France Insoumise lui disaient bravo, etc. Donc ils se sentent galvanisés, c'est certain. Ils se sentent galvanisés. Édouard Bina, rapidement, ensuite on prend Éric Delbecq. Une autre chose à rajouter justement sur la jeune garde, c'est que ce n'est pas juste de la violence comme ça. Ce qui caractérise la jeune garde, c'est qu'elle est extrêmement bien organisée, hiérarchisée et qu'elle obéit à une hiérarchie. C'est-à-dire que rien n'est fait sans décision interne. Il y a des responsables et leur mode de fonctionnement à Lyon était qu'ils envoyaient des petits groupes de 2 à 3 personnes dans des quartiers et ils en envoyaient 4 ou 5. Dès qu'ils identifiaient des gens de droite, ils avaient un fichage nom, prénom, adresse. Ils arrivaient, ils lui tombaient à 8 dessus, en bas de chez lui, en bas de son travail, devant un bar, ils le passaient à tabac et ils refaisaient ça toute la semaine. Et tout ça en démocratie. Et on avait 3 à 4 agressions par semaine pendant plusieurs semaines
par la Jeune Garde, ces agressions qui étaient filmées, qui étaient postées en ligne et revendiquées par la Jeune Garde. Et ça, c'est-à-dire que extrêmement violent, n'importe quel type de cible, et de la droite la plus modérée et à n'importe qui, en fait, qui soit étiqueté comme de droite, est extrêmement bien organisé. C'est ça qu'il faut dire. Ce n'est pas un dérapage. C'était planifié comme tel. Pas un dérapage. Extrêmement bien organisé. On a Eric Delbecq en ligne justement pour essayer de comprendre. Eric Delbecq, vous avez écrit un livre, Les gouvernables de l'extrême gauche utopiste à l'ultra-gauche violente, plongée dans une France méconnue chez Grasset. C'est avec Gabriel Cluzel qu'on parlait de vous ce matin. Gabriel Cluzel m'a dit qu'il faudrait absolument vous avoir en ligne. Et c'est vrai que vous êtes un spécialiste de la question. Eric Delbecq, merci d'être en ligne avec nous. Quel lien entre l'ultra-gauche et LFI concrètement ? Bonjour Christine, tout d'abord. Et deuxièmement, les liens, ils sont de plusieurs natures. Ils sont à la fois concrets, idéologiques, lexicaux et puis d'articulation. Ils sont concrets parce qu'on voit bien qu'il y a des phénomènes de recoupement. Raphaël Arnaud, il est membre de la Jeune Garde. Donc c'est quasiment une équation, c'est des mathématiques. Le lien, il est concret. Il y a des liens idéologiques parce qu'ils partagent le même imaginaire d'une gauche maximaliste, aux accents totalitaires. Rappelez-vous de quelques épisodes, notamment quand Mme Chiquero nous parle de la Chine, elle nous explique que ce n'est pas vraiment un régime totalitaire, c'est pas une attitude totalement conforme au canon de la démocratie, ou lorsqu'il valorise les travaux de Chantal Mouffe sur la conflictualisation de la vie politique. Tout ça, bien évidemment, montre que c'est un imaginaire qui est commun. Ensuite, c'est un imaginaire lexical commun, puisqu'ils ont tous ce culte de la révolution. Une révolution se fait rarement dans la paix, l'harmonie et le respect d'autrui. Et puis d'articulation, puisqu'on voit bien souvent qu'il y a des provocations verbales du côté de LFI qui pourraient totalement servir de mot d'ordre, même si on ne peut pas mettre en regard une chaîne de commandement. Eric Delbecq du côté de LFI. Écoutons Mathilde Panot, justement sur ce que vous venez de dire, Eric Delbecq, provocation verbale de la part de LFI. Écoutez Mathilde Panot. À ceux qui nous accusent d'avoir une responsabilité morale. Alors vous remarquerez qu'au départ, nous avions une responsabilité directe, puis depuis, c'est devenu une responsabilité morale. Je rappelle que garantir l'ordre public dans ce pays est la responsabilité unique et uniquement du gouvernement. Et nous avons alerté depuis des années sur la manière dont, à la fois nos rassemblements, nos meetings, nos manifestations étaient attaqués par des groupes d'extrême droite. Et vous remarquerez que lorsque, par exemple, Federico Martin Aramburu, ce rugbyman qui a été tué directement en pleine rue par balle par des militants du GUD, à 3 semaines de l'élection présidentielle, vous remarquerez que le président de la République ne s'était alors pas une fois exprimé sur ce meurtre et cet assassinat, puisque cette fois-ci c'était un assassinat, et que nous avons depuis 2022 11 personnes qui ont été tuées par l'extrême droite. Donc moi je le dis, il y a alerte dans ce pays, ça va mal finir si on laisse la violence dégénérer. Alors ça va mal finir si on laisse la violence dégénérer, alors que la violence n'est pas forcément du côté que l'on croit. Eric Delbecq, on marque une pause, on reste avec vous, puisque votre témoignage et votre expertise est très importante pour nous. Oh oui, Eric Delbecq, on poursuit avec vous. On vient d'entendre, juste avant la pause, comment Mathilde Panot dit « ça va mal finir ». Question, Eric Delbecq, vous qui êtes expert en sécurité, qui avez écrit le livre « Les ingouvernables de l'extrême gauche utopiste à l'ultra-gauche violente, plongée dans une France méconnue ». Question, quelle différence entre l'ultra-gauche et l'extrême-gauche? Qui sont les antifas? Que cherchent-ils? Alors maintenant, il n'y a plus de vraie différence justement entre l'extrême-gauche et l'ultra-gauche. Pardon, je n'ai pas très bien entendu. Oui, maintenant il y a... Il n'y a plus de vraie différence entre l'extrême-gauche et l'ultra-gauche. L'ultra-gauche s'est caractérisée initialement par le fait qu'elle refusait le jeu démocratique traditionnel, et notamment les élections, et qu'elle était fascinée par la violence, et donc violente. Et l'extrême gauche était censée être maximaliste, assez extrême idéologiquement, mais rester dans le cadre du droit et ne pas avoir exactement le même imaginaire. Maintenant, il est très difficile de faire la différence. La causalité repose beaucoup sur LFI entre l'extrême gauche et l'ultra gauche, parce que en fait, c'est une sorte de division du travail social, si vous voulez, pour parler en sociologue, c'est-à-dire que certains sont spécialistes de l'agit-prop et d'autres sont dans le système institutionnel, mais sont une espèce de relais et ne condamnent pas d'ailleurs explicitement les violences des autres. Donc on a plus le sentiment d'assister à une répartition du travail au passage. La victime, c'est la gauche réformiste traditionnelle, c'est-à-dire les gens comme M. Glucksmann ou Bernard Cazeneuve qui incarnent cette gauche réformiste. On sent bien qu'ils sont pris en étau
entre deux choses, c'est-à-dire un parti qui est au Parlement qui s'appelle LFI, une ultra-gauche dont on connaît les caractéristiques et dont on voit bien qu'il est de plus en plus difficile de saisir, une différence dans la nature idéologique, deux, dans le rapport à la violence, même si certains l'exercent, c'est vrai, et si les autres ne l'exercent pas directement, mais on sent bien qu'ils ne la condamnent pas. Éric Delbecq, en direct sur Europe 1, j'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais on est obligé de faire vite. On a aussi Kevin Loisy qui nous attend pour en témoigner. J'ai la question de qui sont les antifaits, qu'est-ce qu'ils cherchent concrètement? Vous qui avez étudié cette question, Éric Delbecq. Ils cherchent à brutaliser le débat public, ils cherchent à créer du chaos, de la sédition, à faire en sorte que le climat naturel de la vie politique ne soit pas possible et à créer une espèce de France léopard où il y ait des enclaves de partout. Parce que c'est dans leur ADN. Ils refusent le jeu démocratique normal. Je vous prends des exemples clairs. Qu'est-ce que fait qu'un Black Bloc ou un zadiste? Il essaie de perturber l'ordre public dans la rue et de faire en sorte que la République ne s'appartienne plus. Et un zadiste, il essaie de capturer des morceaux du territoire national, parce que même si l'imaginaire de la révolution, il a changé techniquement, ce n'est plus l'État qui va faire la révolution, mais ils espèrent que la révolution se fera par le bas, dans les rues, dans les espaces champêtres, si je puis m'exprimer ainsi, dans des zones à défendre comme Notre-Dame-des-Landes. En fait, la chaotisation du débat démocratique, donc ce en quoi ils sont véritablement antidémocratiques, c'est leur ADN. Merci beaucoup Éric Delbecq d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, expert en sécurité intérieure, avec votre livre Les Ingouvernables, de l'extrême gauche utopiste à l'ultra gauche violente, plongée dans une France méconnue. Votre livre chez Grasset.